Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une riposte militaire aux attaques perpétrées contre des soldats camerounais sur le théâtre de la crise anglophone. Cette option a été évoquée lors d'une réunion de crise sécuritaire qui se déroule en présence des hauts responsables du haut commandement militaire. Le chef de l'État du Cameroun affiche sa détermination à mettre hors d'état de nuire ceux qu'il qualifie de terroristes séparatistes anglophones. Cependant, la méthode de Biya est contestée par l'opposition qui accuse le pouvoir en place d'être à l'origine de cette dégradation du climat social et sécuritaire dans les régions anglophones, d'où le vibrant appel à l'ouverture en priorité d'un dialogue politique. L'opposition s'exprime dans ce journal et vous écouterez également la déclaration du chef de l'État. Autre titre phare de ce journal, c'est la pandémie du VIH-Sida qui résiste dans l'arrière-pays du Cameroun, alors que la région du littoral affiche un taux de prévalence évalué à 4%. Une localité telle que Pouma présente un taux de prévalence 2 fois supérieur à celui du littoral. Comment en est-on arrivé là? La sensibilisation est-elle en train de s'essouffler? C'est le dossier du 20h ce soir. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le chef de l'État du Cameroun est sorti de sa réserve après cette série d'attaques meurtrières perpétrées contre des forces de sécurité et de défense qui sont dans les régions anglophones, notamment dans la région du sud-ouest. Paul Biya qui a exprimé ses condoléances aux familles durement éprouvées. Il a affirmé la détermination qui est la sienne à mettre hors d'état de nuire ceux qu'il qualifie de terroristes séparatistes anglophones. Je vous propose de suivre le chef de l'État. Avec émotion, l'assassinat de 4 militaires camerounais et de 2 policiers dans le sud-ouest de notre pays. Suite à la disparition de ces 6 valeureux militaires et policiers, je voudrais présenter mes condoléances aux familles éprouvées, ainsi qu'à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Je pense que les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde. Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez suivi le président de la République du Cameroun afficher sa détermination à mettre hors d'état de nuire ce qu'il qualifie de terroristes dans les régions anglophones. Et l'option militaire semble être privilégiée face à ces attaques perpétrées contre des soldats sur le théâtre de la crise anglophone. Une option militaire qui a été évoquée lors d'une réunion de crise sécuritaire qui se poursuit jusqu'à 7 heures en présence des hauts responsables du haut commandement militaire à Yaoundé. Cependant, cette méthode de Biya est contestée par l'opposition. Elle accuse le pouvoir en place d'être responsable de cette dégradation du climat social et sécuritaire, d'où le vibrant appel à l'ouverture en priorité d'un dialogue politique national inclusif pour adresser les causes profondes de la crise anglophone. Des précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. Plus que jamais, l'écart se creuse entre le pouvoir et l'opposition au sujet de la crise anglophone. Du retour d'Abidjan, où il a pris part au sommet Afrique-Union européenne, Paul Biya condamne les meurtres des hommes en tenue et qualifie de terroristes leurs auteurs, affiliés selon lui
au mouvement sécessionniste. Les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde. Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. Visiblement parti à fond pour l'option militaire, le président de la République annonce que la sécurité des Camerounais sera garantie. Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels. Pourtant, du côté de l'opposition, le ton est diamétralement opposé. On y accuse le chef de l'État de jouer la carte du pourrissement. De pourrissement en pourrissement, bien évidemment un pourrissement entretenu par le sommet de l'État, on est arrivé à la guerre civile, puisqu'on est dans la guerre civile. La guerre civile, c'est une situation dans laquelle les forces de défense d'un pays se battent contre des groupes qui revendiquent, contre des groupes armés qui revendiquent leurs crimes et leurs assassinats. On ajoute qu'il n'est pas compréhensible qu'on ait discuté avec Boko Haram et qu'on s'y refuse au sujet de la crise anglophone aujourd'hui. Ça a été pour le cas de Boko Haram. Je ne sais pas pourquoi la crise anglophone est bottée en touche. Dans ce contexte, l'arme du SDF, c'est le blocus à l'Assemblée nationale. Et selon ce parti, ce moyen de pression sera utilisé tant que la crise anglophone sera mise en suspens. Nous avons indiqué que l'opération blocus allait se poursuivre et elle se poursuivra jusqu'à la fin de cette session si le gouvernement de M. Biya reste sourd à notre demande qui est celle d'ouvrir un dialogue sincère sur la crise anglophone. Autant dire que le gouvernement et l'opposition regardent désormais dans des directions totalement opposées au sujet de la crise anglophone. Dans le reste de l'actualité, plus de sur 500 000 personnes dépistées dans la région du littoral, environ 15 000 ont été déclarées séropositives et 13 000 sont placées sous traitement antirétroviraux. Cependant, certaines localités affichent un taux de prévalence du VIH-Sida 2 fois supérieur à celui de cette région. Le littoral affiche un taux de prévalence de 4% contre 10% pour la localité de Pouma, des chiffres révélateurs de la lutte à mener contre le VIH-Sida. Reportage Flavien Dongo. L'infection à VIH-Sida semble poursuivre son bonhomme de chemin au Cameroun, malgré les multiples campagnes de sensibilisation qui sont menées. Dans la région du littoral, par exemple, de 2016 à 2017, un peu plus de 500 000 personnes ont été dépistées pour un nombre détecté positif qui reste inquiétant. 15 927 personnes ont été déclarées positives au VIH et 13 997 personnes ont été mises sous traitement antirétroviral. Et parmi les personnes infectées figurent des adolescents et des adultes. Les jeunes de 20 à 39 ans, qui sont les populations actives, la prévalence est autour de 8%, 8,2%. Nous devons pouvoir accentuer la sensibilisation et le dépistage dans ces zones que nous estimons avec une prévalence encore extrêmement alarmante. Dans le littoral, l'un des foyers où le VIH-Sida fait de la résistance est la localité de Pouma, sur l'axe Douala-Yaoundé. Pouma est aussi un carrefour dans la région du littoral. Pouma est un carrefour qui dessert plusieurs villages. Et Pouma aussi est un point de stationnement de ce que je vous ai appelé tout à l'heure les populations passerelles. Nous avons une prévalence de 10,4%. Le VIH-Sida est donc là. Il rôde autour de ceux qui ignorent l'abstinence, la fidélité et l'utilisation du préservatif, qui sont des principes pour être à l'abri du tueur silencieux. Chez les femmes enceintes, l'instauration du dépistage systématique du VIH-Sida chez les patients dans des formations sanitaires publiques du pays a permis de réduire la prévalence. Cette prévalence est passée de 10,3% en 2012 à 3,7% en 2020, d'après les dernières statistiques du Comité national de lutte contre le VIH. Donc nous avons une meilleure
progression en ce qui concerne la prise en charge des femmes enceintes. Une meilleure couverture des femmes enceintes. Toutes les femmes enceintes qui rentrent dans une formation sanitaire bénéficient, si elles ne savaient pas déjà, d'un test de dépistage, bénéficient de la mise sous traitement avec l'option B+, et les enfants sont évidemment suivis. Alors qu'il est célébré la journée mondiale du sida, notons qu'il reste le phénomène des perdus de vue. Ces personnes détectées positives et qui ont échappé à la vigilance des spécialistes chargés de leur traitement et qui par la suite continuent de propager le virus. Qu'est-ce qui explique ce taux élevé de prévalence du VIH-Sida dans certaines localités situées dans l'arrière-pays du Cameroun? La sensibilisation est-elle en train de s'essouffler face à cette pandémie? Nos reporters Innocent Abega et Gladys Sidier ont pu évaluer l'engouement des Camerounais à se faire dépister à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida, et l'on constate que de nombreux Camerounais négligent le statut séropositif, estimant qu'ils n'ont pas besoin de le connaître. Ils s'expriment dans ce reportage de Gladys Sidier, Innocent Abega. Après avoir enfoncé, vous utilisez cette même Malgré la multiplication des campagnes de dépistage du VIH-Sida et la sensibilisation faite autour de cette maladie, plusieurs Camerounais estiment qu'il est préférable de ne pas savoir si on est porteur du virus ou pas, parce qu'il s'agit d'une maladie incurable. Ça ne sert à rien de se faire dépister alors qu'on ne peut pas prendre soin de ceux dont on dépiste. Puisque à la longue, les antirétaux créent plutôt autre maladie plus que le sida, comme l'insuffisance rénale. Mais on ne le dit pas. Mais se faire soigner mais sans savoir ce qui vient après, c'est pas normal. On s'est rendu compte que c'est un peu difficile. Quelqu'un avec qui tu es tous les jours, il préfère partir dans un centre qui est éloigné de son lieu de résidence pour faire le test. Parce qu'il se dit, l'infirmière qui est là-bas me connaît déjà, peut-être celle qui travaille, c'est ma voisine au quartier. Donc mon statut n'est pas en sécurité et tout, même s'il y a le secret professionnel. Donc, il y a toujours de résistance. Pourtant, selon les médecins, il est important de connaître son statut sérologique. Ils recommandent d'ailleurs d'adopter des comportements sains pour éviter d'être contaminé. Et ce message, certains l'ont retenu. Je ne me suis pas fait dépister parce que je l'ai déjà fait et je le fais régulièrement. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'encourage et j'exhorte toute la population, jeunes, moins vieux, adultes, à se faire dépister parce que le sida, il est là, il est présent, on vit avec et il faut faire attention parce qu'on ne peut pas le soigner, mais on peut le prévenir. Comme je ne doute pas, bref, j'ai confiance en moi. Et puis j'ai fait et on m'a fait le test et puis c'est ça mon résultat, c'est négatif. Le dernier rapport de l'ONU-SIDA révèle des progrès notables dans la lutte contre le sida dans le monde en 2016, mais de façon encore inégale. Les nouvelles infections au VIH ont diminué de 14% en Afrique orientale et australe, région la plus touchée au monde, et de 8% en Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour sensibiliser les jeunes Camerounais sur les dangers de cette pandémie et les méthodes de prévention contre le VIH-Sida, des causeries éducatives ont été organisées dans certains établissements scolaires publics. C'est le constat que font Farel Bounia et Juline Guignondé dans ce reportage. La lutte contre le VIH-Sida s'intensifie dans les établissements scolaires de la ville de Douala. Au lycée d'Aqua, par exemple, un programme spécial dédié à cette cause a été lancé depuis quelques jours. Pour la journée mondiale de lutte contre le sida, le club santé et environnement a prévu faire de nombreuses choses telles que une causerie éducative. Nous avons fait des sketchs, danse, questions quiz et une association venue animer notre table ronde qui s'appelle Presse Jeune Développement. Il s'agit donc d'un certain nombre d'activités organisées par les responsables du club santé du lycée d'Aqua et les élèves pour sensibiliser les jeunes contre la maladie. Les causeries éducatives, les affiches qui sont faites, les communications dans les salles de classe, la responsabilisation par groupe d'élèves dans les salles de classe, de personnes chargées, n'est-ce pas, de retransmettre les messages que les élèves vont collecter auprès des différentes associations de lutte contre le VIH-Sida qui continuent sur le terrain, n'est-ce pas, à éduquer la jeunesse camerounaise et à leur transmettre les bonnes manières pour pouvoir éviter le VIH-Sida d'une part, éviter également la stigmatisation.
La semaine marquant les activités consacrées à la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida n'est donc pas passée inaperçue. Bon nombre d'élèves ont pu être édifiés sur la maladie et les modes de prévention en milieu scolaire. Après statistiques et plusieurs recherches, on a constaté que les gens qui sont le plus affectés par cette maladie sont les élèves. Et comment faire donc pour l'éviter? Il n'y a pas deux choses pour nous les élèves, abstinence, abstinence, abstinence. C'est une maladie cruciale dans le domaine de l'éducation parce qu'une fois atteint du sida, c'est la discrimination, c'est le rejet de ses proches. Et un individu séropositif n'est pas à l'abri de tout danger. Et une jeunesse malade ne peut pas être dite une jeunesse progressive. Il faut que la jeunesse soit capable d'être 100% jeune et 100% rebelle. La journée mondiale de lutte contre le sida, rendue à sa 30e édition, se célèbre sous le thème « Santé pour tous ». Elle a lieu le 1er décembre de chaque année et vise à rappeler l'importance de la prévention, l'accès au dépistage, au traitement et aux soins. Jeunesse du Cameroun, élèves du Sédabois, tous unis contre le VIH-Sida. 2 semaines après l'incendie qui a consumé plusieurs étages à l'Assemblée nationale à Yaoundé, le lancement des travaux de construction du nouveau siège de la Chambre basse du Parlement se profile à l'horizon. La Chine vient à nouveau de mobiliser plus d'1,5 milliard de francs CFA à cet effet. Les documents y afférents ont été signés ce vendredi par le ministre camerounais de l'économie, Louis-Paul Motazé, et le ministre chinois du commerce. Le principal bailleur de fonds du Cameroun compte mobiliser également 622 millions de francs CFA pour assurer la maintenance technique du Palais des Sports de Yaoundé. Parlons à présent de la commune de Koutaba qui éprouve de sérieuses difficultés à atteindre son objectif de mobilisation des recettes fixé à 540 millions de francs CFA. La faute à l'inexistence d'un fichier du contribuable et l'incivisme fiscal de la part de certains contribuables dans cette localité située dans le département du Noun. Des précisions avec Mama Soufor, Dalaskana et Jean-Paul Chouniat. Sur une prévision budgétaire de 540 millions attendue dans ces caisses, la commune de Koutaba, au terme de l'année 2017, n'a collecté que 403 millions de francs, soit un déficit de 137 millions de francs CFA. Le problème, l'incivisme fiscal et le manque de fichiers des contribuables pour une maximisation des recettes. C'est vrai, c'est une mission un peu coûteuse, mais elle permet aux communes de mieux préparer le budget. Quand le fichier est clair, il vous permet de préparer un budget réaliste et réalisable. Au cours de sa dernière session, le conseil municipal de Koutaba revoit son budget à la baisse, 508 millions pour 2018, soit un gap différentiel de 31 millions par rapport à l'exercice courant. Et sur ce budget de 508 millions, l'exécutif municipal centre ses priorités sur le renforcement en prestation des services sociaux de base à la population. Nous continuerons à œuvrer dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'eau, dans le secteur de développement des infrastructures de communication comme les axes, les routes, les pistes rurales, les pistes agricoles. Pour 2018, l'école publique bilingue de Ngundep, complètement délabrée, bénéficie d'une dotation de 20 millions, ainsi que la réhabilitation des points d'eau dans des villages mourants de soif, à l'instar d'Ngundep ou d'Idango. Avec 60% de dépenses dédiées à l'investissement et 40% au fonctionnement, la commune de Koutaba tient à relancer des projets agricoles porteurs et générateurs de revenus nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des habitants de Koutaba. Les déplacés de Lompongar ont enfin reçu leurs indemnisations, contraints de quitter leurs terres pour la construction d'un barrage. Ils étaient provisoirement recasés dans un village situé à Lomde. Des précisions avec Benjamin Essam dans ce reportage. Le matériel agricole est ainsi remis aux agriculteurs du village Goyoum, situé à 40 km de Belabou, et constitué de porte-tout, machettes ou limes tronçonneuses, paires de bottes, de quoi se préparer pour la prochaine campagne agricole. Je vais travailler avec force. Malgré ma vieillesse, je suis très heureux que le développement et le CCDI nous aient offert une bonne joie. Que Dieu soit avec nous. Je vais travailler et porter la nourriture dedans, la plantain, la banane, le macabo, tout ce que je peux avoir au champ.
Les 15 bénéficiaires du geste Electricity Development Corporation avaient introduit des requêtes auprès de la commission de constat et évaluation des biens des personnes ayant offert leur terre dans le cadre de la réinstallation du village Lom 2. Des requêtes jugées recevables par la commission. Près de 2 millions de francs ont été repartis entre 2 agriculteurs recensés sur le site de Lom 2. Véritable bouffée d'oxygène. Je suis très content par rapport aux indemnisations faites par la société d'ici. Je remercie beaucoup la commission, je remercie le président de la République pour tout ce qu'il fait pour nous. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Le citoyen va m'aider de plus en plus à continuer à œuvrer dans l'agriculture. On voit aussi certains emplois à l'école. Tout en les invitant à en faire bon usage, le sous-préfet de Bélabou salue le caractère social du geste et invite les populations à vivre dans l'harmonie. Il est question que vous puissiez les laisser jouir de ces plantations. Et je voudrais également vous inviter à vivre en paix, en harmonie avec ces populations-là, parce que vous les avez accueillis en frères. EDC annonce dans les prochains jours un appui en nature et en numéraire pour les cérémonies rituelles et autres pratiques traditionnelles. En tant qu'Africain, quand on arrive dans une communauté, en ce qui concerne les terres, quand ils posent des problèmes, pour céder les terres, il faut des rites, il faut ceci, qu'on en tient compte. La chefferie de Goyon bénéficie d'une tronçonneuse pour la communauté. Comment améliorer la participation politique et encourager l'engagement politique des jeunes, des femmes et des groupes sociaux marginalisés à la veille des échéances électorales? C'est une problématique centrale qui fait l'objet d'une réflexion entre ELECAM et les Nations Unies. Objectif, évaluer et identifier les pesanteurs à l'engagement politique des jeunes et des femmes au Cameroun. Également proposer des solutions politiques afin qu'ils soient plus nombreux à s'engager en politique, mais aussi à participer au processus électoral en 2018. Des précisions dans ce reportage. À la clôture des inscriptions, le 31 août dernier, le compteur d'ELECAM affichait 159 154 femmes et seulement 449 handicapés. Un score bien faible qui traduit le désintéressement des uns et des autres à la chose électorale. Les personnes handicapées ont une explication à ce qui apparaît clairement comme un manque d'engouement. Nos textes, que ce soit le code électoral ou d'autres éléments qui concourent à l'organisation électorale au Cameroun, ignorent la présence des citoyens handicapés. Du coup, le problème de l'accessibilité, bien sûr, on n'organise plus les bureaux de vote à l'étage, mais on organise dans des endroits totalement inaccessibles. Et si j'envoie quelqu'un pour voter pour moi, je ne sais pas s'il va faire le choix qui était le mien. Les textes de l'ELECAM, que ces textes soient inclusifs, que les personnes en situation de handicap fassent partie des composantes sociologiques qui doivent rentrer sur des listes électorales quand on constitue des listes des scrutins de listes. Il en est des personnes handicapées, comme des femmes, des jeunes et d'autres groupes marginalisés, dont la participation politique est questionnée au cours de cette consultation nationale impulsée par le système des Nations Unies et Elections Cameroun. On peut dire que la participation des femmes tourne autour de 40%. Avec la réouverture des inscriptions en janvier, nous comptons améliorer encore ces inscriptions et pour cela nous privilégions, n'est-ce pas, la proximité. Nos collaborateurs vont être dotés de meilleurs outils pour aller vers les populations et justement dévier les blocages du contact. Les femmes, les personnes qui vivent avec un handicap sont à prendre avec une méthodologie particulière. 2018, c'est déjà demain. Les partis politiques qui seront en compétition électorale sont invités à impliquer autant que possible les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les peuples autochtones. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas seulement être élu, mais c'est aussi la participation au processus électoral. Donc on veut vraiment encourager l'envie de participer à la vie politique du pays
en tant qu'électeur, en tant que candidat et tout acteur de la société. La participation politique des personnes handicapées suppose qu'on les soutienne même financièrement, suppose que des choses comme les cautions soient levées pour les personnes handicapées. La consultation de 3 jours va déboucher sur l'adoption d'un code de bonne conduite, sur la participation politique des groupes cibles. Il est aussi attendu une note de plaidoyer visant à renforcer l'engagement des partis politiques, à impliquer effectivement les jeunes et les groupes marginalisés dans les processus électoraux à venir. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne s'est refermé en fin de semaine en Côte d'Ivoire. C'est une série de priorités stratégiques axées sur l'éducation et la formation des jeunes Africains, également des actions pour la paix, la préservation de la sécurité sur le continent, mais aussi l'attraction des investissements pour créer davantage d'emplois décents en Afrique afin de réduire et de circonscrire cette immigration clandestine. On fait le point avec Éric Martial Ndjomo. Nous voici arrivés à la fin des travaux de du 5e sommet Union africaine-Union européenne, tenu cette année en République Côte d'Ivoire, donc pour la première fois en Afrique au sud du Sahara. Félicitations à Alassane. Éducation et formation, migration et mobilité, paix et sécurité et enfin investissement sont les 4 points majeurs sur lesquels le sommet Union européenne-Union africaine s'est achevé à Abidjan. Sur les migrations et surtout le drame de l'esclavage actuellement en Libye, les 83 chefs d'État, de gouvernement et d'organisation ont conclu sur la nécessité d'un engagement plus fort des dirigeants à lutter contre les causes des départs des jeunes de l'Afrique pour l'Europe. Ainsi, les retenir sur le continent passe par l'amélioration de leur quotidien dont l'un des socles est l'emploi. Sur la question, les représentants d'organisations des jeunes ont fortement interpellé les dirigeants africains. Ceux-ci, comme leurs homologues européens, reconnaissent l'impératif d'investissement massif pour la transformation structurelle de l'Afrique. Nous avons donc pris note des cris de cœur des représentants de la jeunesse africaine et européenne et avons la responsabilité de garantir un avenir meilleur. Face aux événements tragiques sur le territoire libyen, nous avons pris des décisions fermes pour l'évacuation immédiate des réfugiés, la mise en place d'une commission dirigée par la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine, secondée et aidée par l'Union européenne, la poursuite des trafiquants d'êtres humains, et nous considérons ce trafic comme un crime contre l'humanité. Et ensuite, les différents pays doivent mettre en place des forces spéciales, chercher spécialement de lutter contre les trafiquants d'êtres humains. Enfin, nous devons tous nous organiser pour saisir les comptes de ces trafiquants en Afrique, en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. Le sommet Union africaine-Union européenne a aussi abouti sur la nécessité du renouvellement du partenariat stratégique entre les 2 continents, avec comme priorité les efforts de paix et de développement, des capacités de réponse aux crises militaires, alimentaires, environnementales et terroristes. Les actes pour l'application de ces résolutions sont attendus et pour cela les 2 parties ont décidé de la mise en place d'un comité de suivi. Comment expliquer que l'Afrique soit incapable jusqu'ici d'apporter des réponses concrètes aux problèmes de sa jeunesse en matière d'éducation, de création d'emplois et de bonne gouvernance axée sur la jeunesse africaine? Cette question constitue l'ossature de tendances économiques à suivre juste après ce journal, mais avant un public reportage avec le laboratoire Biopharma. À travers le produit Bactol, le laboratoire Biopharma soutient les activités commerciales des Bayam Selam afin qu'elles améliorent leur compétitivité au Cameroun. Reportage. Je viens de l'appuyer comme un produit Bactol. C'est un savon qui est bien pour nous dans les marchés. Ça lutte contre les microbes. Vous avez vu ici, adieu les microbes. Et j'ai mis ça sur une jeune fille parce que c'est eux l'avenir de demain. Le savon Bactol, partenaire officiel de la grande foire de Bayam Selam, le Febazine Look.
Produit par les laboratoires Biopharma, entreprises citoyennes, leader dans la fabrication des produits cosmétiques, accompagne désormais ces femmes dans l'exercice de leur activité dans un environnement sain pour un corps sain. Relativement à notre slogan qui est de la beauté à la santé, nous plaçons le bien-être de nos consommateurs au cœur de notre stratégie. Les femmes étant principalement notre cœur de cible, nous faisons une mission de les accompagner dans leur environnement et dans leur vie de tous les jours, en leur fournissant l'essentiel dont elles ont besoin pour rester belles et en bonne santé au quotidien. La 5e édition de la foire de Bayam Selam se tient à l'esplanade du stade Fampou, dans l'arrondissement de Douala 2e. L'événement réunit les personnalités de divers ordres et les femmes Bayam Selam qui exposent leur savoir-faire. Sur le site soigneusement aménagé à cet effet, se dresse le stand des laboratoires Biopharma, venu rehausser l'éclat des festivités. Sur place, des lots divers composés de la gamme de savons Bactol et bien d'autres produits des laboratoires Biopharma sont distribués aux visiteurs et aux participants. De quoi créer l'émotion chez les femmes Bayam Selam. Elles ont d'ailleurs tenu à exprimer leur profonde gratitude au laboratoire Biopharma. Il n'y a pas une bonne eau dans les marchés, on se lave avec n'importe quoi et on est souillé de microbes. Ce savon que Biopharma vient de penser, c'est pour nous les Bayam Selam. La seule attitude qu'on va avoir dans les marchés, ça serait Bactol. Le savon antiseptique Bactol fera donc 2 regagnants tout au long de la foire, jusqu'à l'apothéose prévue le 3 décembre 2017. Vous savez, ce sont des femmes fortes, ce sont des femmes battantes, mais qui malheureusement sont exposées à plusieurs contaminations dans leurs différents lieux de travail. Donc nous tenons à leur dire que dès aujourd'hui, elles n'ont plus de soucis à se faire car elles ont la marque Bactol comme partenaire santé au quotidien. Les laboratoires Biopharma, c'est 15 années d'expertise en matière de beauté et de santé du corps. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h, le plus grand rendez-vous de l'économie sur le continent africain. Et autour de 21h, l'émission Horizon Sport présentée par Hervé Kemier. Restez sur Equinox Télévision.